Bonjour, j'espère que vous allez tous bien. Donc on va continuer notre cours sur la propagation des ondes sismiques en abordant la deuxième partie du cours là, qui concerne les problèmes de réflexion et de transmission sur les interfaces. Donc dans la première partie du cours, après avoir établi les différents types d'ondes qui peuvent se propager dans le milieu élastique et leurs caractéristiques de polarisation et calcul de déplacement des particules et de contraintes associées à ces ondes. On a passé dans l'approximation géométrique là, qui permet donc de calculer les trajets des rayons dans des milieux simples où quand la vitesse donc dépend de la profondeur ou varie latéralement. Donc essentiellement en s'appuyant donc sur la loi de Snell en fait, et sans plus trop se préoccuper en fait de quel type d'onde on parlait, si ce n'est que suivant qu'on utilisait une vitesse de propagation pour les ondes de P, c'était des ondes P, ou des ondes S, c'était des ondes S. Voilà. Et donc on va regarder plus en détail les réflexions, transmissions des ondes sur des interfaces planes entre deux milieux homogènes en fait, caractérisés par des densités et des vitesses constantes là, qui diffèrent de part et d'autre de l'interface. Et donc les calculs sont plus ou moins compliqués selon les types d'ondes qu'on regarde. Donc on a vu que quand on avait des ondes S là, on avait donc des ondes de type SH où la polarisation du déplacement des particules est orthogonale au plan de propagation. Et donc ça a une propriété intéressante dans le cadre des calculs de réflexion-transmission, c'est qu'il n'y a pas de couplage avec d'autres types d'ondes. Donc quand une onde incidente SH, incidente sur une interface, elle génère une onde réfléchie SH et une onde transmise SH. Par contre, quand on regarde les ondes P ou les ondes SV, elles sont couplées entre elles parce que les déplacements qu'elles occasionnent sur l'interface et les contraintes qu'elles imposent sur la face sont du même type. Là. Et donc, du coup, il y a des couplages entre elles. Et puis, donc, une onde P fait une onde réfléchie P, une onde réfléchie SV. Et puis aussi une onde transmise P, une onde transmise SV. Donc, les calculs sont plus compliqués. Voilà. Donc, la façon dont ça se passe, c'est que si on regarde les conditions de continuité sur l'interface, alors on va considérer des ondes harmoniques, donc caractérisées par une période T ou une pulsation oméga de pi sur T, là, en fait. Donc on regarde une excitation à une fréquence donnée. Et en fait, cette fréquence, c'est quelque chose qui se conserve là dans toutes les. Si on attaque l'interface avec une certaine fréquence, toutes les autres ondes ont la même fréquence, en fait, ici. Là. Donc on conserve cette fréquence, il n'y a pas de complications à ce niveau-là. Là, on regarde un phénomène simple. Et donc on va regarder des ondes harmoniques et aussi des ondes planes en fait là, donc qui correspondent à une direction de propagation pour l'onde incidente en fait. Donc on regardera l'angle par rapport à la verticale. Et la conséquence, c'est que donc la loi de Snell en fait va s'exprimer avec la quantité constante en fait qui se conserve là, qui est sinus de l'angle d'incidence par rapport à la verticale sur la vitesse, donc ici pour des ondes P par exemple. Et donc ça c'est P en fait, le paramètre de l'onde. Et pour les ondes harmoniques en fait, planes en fait, donc on utilise Kx6 plus Kz moins oméga t. La quantité Kx justement c'est oméga p, et donc Kx va être une constante pour toutes les ondes là, donc Kx de l'onde incidente sera celui pour toutes les ondes réfléchies et transmises là, créées par cette onde là. Donc Kx est une constante. Voilà. Et donc, par contre, ce qui va changer, c'est la valeur de Kz, là, qui va être
euh, différentes pour chaque onde, avec chaque onde avec d'une part son angle d'incidence, d'autre part sa vitesse de propagation, et aussi un signe qui peut changer, en fait ici, là, plus ou moins, et qui exprime que soit l'onde est descendante, là, donc avec la convention qu'on utilise, nous, en fait, ça fait un signe plus pour le kz, soit l'onde est montante, ce qui est le cas des ondes réfléchies, en fait, parce qu'on regardera plutôt des ondes qui viennent du haut, là, en fait, ici, et le signe, en fait, ici, sera négatif, voilà. Donc, tout le monde a le même kx, par contre, chaque onde a son kz, donc il faut l'exprimer. Voilà. Et puis après, le travail, ce sera en fait d'exprimer les conditions de continuité sur l'interface. Donc, par exemple, ici, là, le cas d'une interface solide-solide, là, c'est cette ligne là, après, bon, voilà, dans le tableau. Et on voit les différentes conditions, soit pour les ondes SH, soit pour les ondes PSV. Et donc pour l'onde SH, donc si on considère que le plan de propagation c'est le plan XZ, on a des déplacements de particules orthogonales au plan de propagation de type UY. Et la condition ce sera que sur l'interface, on considère que les deux milieux sont soudés entre eux, le déplacement résultant des deux ondes qui existent au-dessus de l'interface, donc qui sont l'onde incidente et l'onde réfléchie, l'addition de ces déplacements juste au-dessus de l'interface doit être égale au déplacement sous l'onde transmise, de façon à ce qu'il n'y ait pas de glissement sur l'interface, puisque c'est quelque chose qui est soudé en fait ici. Et de la même façon, les contraintes qui s'appliquent sur cette interface, là, donc en fait, comme on met l'axe vertical Z, c'est le plan est un plan horizontal, en fait, orthogonal à l'axe Z, donc c'est des contraintes de type sigma Z quelque chose. Et quand c'est des ondes SH, en fait, c'est des contraintes sigma ZY, en fait, ici, là, puisque c'est la contrainte non nulle dans le cas d'une onde SH, en fait, dans une onde SH. Et donc, de la même façon, on a la somme des contraintes qui s'appliquent au-dessus de l'interface et celles qui s'appliquent en dessous, qui doit être égale sur l'interface. Et donc, pour se simplifier la vie, on prend l'interface en z égale 0, là, comme ça fait des calculs simples. Voilà. Donc ça va faire deux conditions de continuité qui vont permettre de déterminer quoi? Qui vont permettre de déterminer les amplitudes, en fait, de l'onde réfléchie et de l'onde transmise. Et donc, quand on fait les rapports entre l'amplitude de l'onde réfléchie et l'onde incidente, ça fait un coefficient de réflexion, en fait. Et quand on fait le rapport de l'amplitude de l'onde transmise sur l'onde incidente, ça fait le coefficient de transmission. Voilà, donc ça, c'est le cas le plus simple à regarder. Et ce qu'on fera après, c'est de regarder des cas d'onde PSV, où interviennent alors à ce moment-là plutôt les déplacements donc, non nuls de type UX, ou alors de type UZ, ou alors les contraintes sigma ZZ, c'est-à-dire la pression sur l'interface en fait ici, ou sigma ZX, ici le cisaillement en fait qui s'applique sur l'interface en fait ici. Hein. Et donc de la même façon qu'ici, tout ce qui est au-dessus là s'additionne, donc comme une onde P fait une onde P réfléchie, une onde SV, là il faut prendre en compte tout le UX au-dessus de l'interface ici en les additionnant, et écrire que c'est égal à ce qu'il y a de l'autre côté, là en fait ici, et qui est dû à l'onde transmise de type P et à l'onde transmise de type SV, voilà. Et ça pour UX, pour UZ, donc les deux constantes du déplacement des particules, et pour les contraintes, en fait, ZZ, ici, ZX. Donc ça fait 4 équations, et donc ici, comme ça tombe bien, parce qu'on a 4 inconnus, qui sont donc les amplitudes des ondes réfléchies P, réfléchi SV, transmis P et transmis SV. Voilà, donc ici, alors, ça fait un système plus compliqué, là, 4 équations, 4 inconnues, là, donc ça s'écrit sous forme matricielle. On peut, alors ça c'est un truc c'est un calcul là, qui est un peu pénible à faire, et on peut se simplifier la vie en regardant plutôt simplement le problème d'une réflexion sur une surface libre.
Bon, c'est-à-dire qu'au-dessus du milieu, il n'y a rien là. Et donc on regarde dans ce cas-là une onde P incidente par en dessous sur une surface libre, qui crée par réflexion à la surface libre une onde P et une onde SV descendante. Et donc à ce moment-là, alors la surface libre c'est quelque chose où il n'y a pas de, où il n'y a pas de rien qui est imposé sur le déplacement de la surface libre. Elle peut bouger comme elle veut. Hein. Quand il y a un tremblement de terre, là, ça monte de bas en haut, ça va ça de droite à gauche, ça bouge et ça casse tout. Voilà. Par contre, la surface libre, c'est quelque chose où d'un côté il y a un milieu, de l'autre côté il n'y en a pas. Et donc, les contraintes qui s'appliquent en dessous de la surface libre doivent s'annuler. Et donc, c'est-à-dire que la somme des contraintes dues aux trois ondes qui existent s'annule. Que ce soit les ondes, pour les ondes, pour la contrainte sigma zz ou la contrainte sigma x. Du coup, on a deux équations, voilà, parce qu'il n'y a pas de contrainte, il n'y a pas de condition sur le déplacement des particules, et on a deux inconnus qui sont l'amplitude de l'onde réfléchie P et l'amplitude de l'onde réfléchie SV. Voilà, donc ça c'est le principe là, et après il suffit de faire les calculs en exprimant dans chaque cas les quantités là, dont on a besoin. Alors dans le cas de l'onde SH c'est simple puisque c'est une onde scalaire et qu'on peut écrire directement UY pour l'onde là, et donc calculer sigma ZY à partir de UY. Et donc on va écrire des coefficients de réflexion et de transmission directement pour le déplacement des particules UY. Dans les cas des ondes PSV, c'est plus compliqué et donc c'est commode de passer par l'intermédiaire des potentiels, et donc il faut définir plutôt les potentiels phi et psi pour chacune des ondes P ou SV qui interviennent dans le milieu là. Et donc dans ce cas-là, là, on a 5 potentiels, là, 1 pour l'onde incidente et 4 pour les ondes réfléchies et transmises, là, qu'il faut écrire. Et à partir de ce potentiel, on calcule les déplacements des particules, là, il y a le gradient de phi pour les ondes P. On calcule donc les contraintes en dérivant les déformations, tout ça, comme on l'a fait déjà en fait précédemment dans la première partie du cours. Hein. Donc là, on reprend ça en fait ici. Voilà. On peut donc là j'ai écrit sur un tableau là en fait ici ce que je viens de dire en fait. Bon, d'habitude c'est ce que j'écris au tableau là, voilà. Donc là je un peu écrit à l'avance. Donc j'ai l'impression qu'on voit quelque chose. Voilà, et donc tout ce qu'il y a en plus ici par rapport à ce que je viens de dire, c'est le dessin en fait ici donc des deux milieux en contact, ici à gauche dans le cas SH, à droite dans le cas de PSV. Dans le cas SH, on a besoin de la densité, de masse volumique et de la vitesse des ondes de propagation en dessus et en dessous de l'interface, donc on dit 1 et 2, là voilà ici. On a notre onde SH incidente ici sur l'interface, qui se réfléchit avec le même angle là, évidemment, la loi de Snell, donc ici là le dessin est fait pour une vitesse dans le milieu 2 qui est supérieure à la vitesse dans le milieu 1, donc par la loi de Snell, l'angle est plus grand en fait ici, voilà. Donc on a le même paramètre, on retrouve ce qu'on a idéal, hein, donc le même Kx pour toutes les ondes, l'expression des Kz ici en faisant attention où si le signe l'onde monte ou descend, là voilà, donc plus quand ça descend, donc pour l'onde incidente et puis pour l'onde transmise, là qu'on a ici, l'angle sous lequel ça se propage, là, est à 1 est à 2, et les vitesses auxquelles ça se propage, voilà, donc ça c'est ce qu'on écrit.
Et puis, donc, même chose là-bas, dans le cas PSV, ou ici, dans le cas du nom de P, là, rouge, avec un angle θ1, c'est la notation que j'utilise, fabrique une onde réfléchie P, une onde réfléchie SV, l'une avec l'angle θ1, l'autre avec l'angle θ1, en fait, ici, voilà. Et puis en dessous, là, les transmises P et transmises SV, donc avec les angles θ2 et θ2. Et le rappel ici des conditions de continuité, là, avec le petit symbole là, qui montre en fait ici le déplacement y là, perpendiculairement à l'axe XZ, qui doit être le même en dessous et en dessous, là, juste sur l'interface, en Z égale 0, et même chose pour sigma YZ, et puis là-bas, les 4 conditions sur UX, UZ, sigma ZX, sigma ZZ. Voilà. Alors, et là, il y a un petit crowbar que j'espère que vous voyez, qui montre, en fait, c'est l'illustration de la loi de Snell. Hein, donc, nous, on se place dans le cas harmonique. Donc, en fait, le long de cette direction de propagation, ici, on a une vibration harmonique, donc avec une certaine fréquence ou une certaine période, et qui correspond à une certaine longueur d'onde, en fait, ici, dans le milieu 1. Voilà. Et donc, ce que j'ai représenté ici, c'est des valeurs de phase constantes, là, qui correspondent au front d'onde, là, en fait, ici. Donc, quand l'onde a cette valeur de phase ici qui est nulle, là, à cet endroit-là, elle a aussi une valeur de phase ici qui est nulle à cet endroit-là, là. Et donc, ici, on a la longueur d'onde apparente, là, dont on a déjà parlé, en fait, ici, là, qui est 2pi sur kx, donc, qui fait intervenir l'angle θ1, là, en fait, ici, de l'onde. Et la loi de Snell, c'est simplement le fait que toutes les ondes ont la même longueur d'onde apparente le long de l'axe X, ce qui revient aussi à dire que ça a la même vitesse apparente de propagation. Là, tout le monde est tiré à la même vitesse le long de l'interface. Et donc, pour construire la longueur d'onde en dessous, en fait, ici, là, donc, si on suppose un angle θ2 là, qui correspond à un certain contraste de vitesse, donc on se cale en fait ici sur la longueur d'onde apparente et on prend perpendiculairement en fait à la direction qu'on a dessinée en fait ici là, les valeurs de phase qu'on retrouve en fait ici dans la direction de propagation, et donc ici on a la longueur d'onde dans le milieu 2 en fait ici de l'onde en fait ici, hein. Voilà, donc on a le changement de longueur d'onde et le changement de direction de propagation qui se combinent en fonction des vitesses en dessous pour que en fait, les longueurs d'onde apparentes le long de l'interface soient conservées. Bon, ici, je n'ai pas dessiné l'onde réfléchie, mais elle aussi, elle se calerait en fait ici sur cette longueur d'onde apparente. Voilà. Très bien. Donc, là, on va regarder en fait les calculs là. Donc, d'habitude, je les fais au tableau, mais là, c'est un peu compliqué. Donc, on va se servir directement des choses qui sont sur le site web. Voilà. Et en regardant le cas le plus simple, donc, le cas SH, voilà. Donc, donc alors, nos ondes harmoniques, là, planes, s'écrivent sous la forme épuissance I kxx moins oméga t. Voilà. De toute façon, le kx dans ce problème va être le même pour tout le monde, là, celui de l'onde incidente, là, en fait, ici. Voilà. Fois, donc, et puissance I kzz, là. Et avec une certaine amplitude, en fait, ici. Et donc, pour l'onde SH, on peut écrire directement le déplacement orthogonal à la direction de propagation, là, y, en fonction de xzd. C'est la seule composante non nulle du déplacement des particules. Et en fait, pour chaque onde, il va falloir spécifier quel est son kz et quelle est son amplitude, l'amplitude de l'onde, en fait, ici. Voilà. Donc, ici, on a un tableau où
pour chaque onde, l'onde SH descendante, ça c'est l'onde incidente en fait ici. Ici l'onde réfléchie SH, et ici l'onde transmise ici en dessous, et à chaque fois on spécifie c'est quoi le KZ. Alors, et l'amplitude. Bon, alors on l'a déjà lu là, ici c'est pour l'onde incidente qui se balade avec un angle état 1, qui descend, donc le signe de KZ là, avec la convention ici, ça fait un signe plus, et qui est une onde S qui se balade à la vitesse S. Voilà, très bien. Alors pour se simplifier la vie, on peut tout de suite dire que l'amplitude en fait de l'onde incidente est unitaire là, comme ça on fait apparaître directement les amplitudes des ondes réfléchies comme le quotient de réflexion en fait ici, et puis pour la transmission en fait le quotient de transmission. Voilà. Alors, pour exprimer les KZ là, pour l'onde réfléchie, ben, l'onde réfléchie c'est une onde aussi qui se balade sous l'incidence état 1, à part qu'elle monte là, donc son KZ il est négatif là, pour que la phase se déroule correctement là, et elle se balade à la vitesse VS1 là, donc KZ s'exprime ici comme ça. Par contre, l'onde transmise elle descend, donc c'est plus, et puis elle a l'angle état 2 là en fait ici, qui correspond donc à la loi de Snell, là en fait ici, et puis avec la vitesse S2. Voilà. Bon, donc une fois qu'on a eu ça, on a donc l'expression en fait ici du déplacement des ondes SH pour l'onde incidente, pour l'onde réfléchie, pour l'onde transmise. Et donc, il faut écrire les conditions en fait. Ça, on va se servir directement ces positions pour les déplacements des particules pour exprimer notre condition de continuité sur le déplacement des particules, là. Voilà. Mais on a aussi besoin d'exprimer la contrainte qui s'applique sur l'interface, donc l'interface orthogonale à l'axe Z et dans la direction Y, parce que tout est tiré là par le déplacement des particules en direction Y. Bon. Donc, si on fait les calculs, là, en fait, ici, c'est des contraintes donc, de déformation, de cisaillement, la déformation en cisaillement, le module de cisaillement, ici. Alors, le module de cisaillement, on peut rester en module de cisaillement, mais on peut travailler aussi plutôt en masse volumique et vitesse, et donc même la vitesse des ondes S, c'est au carré, c'est mu sur ρ, ben mu c'est ρ vs carré. Voilà. Chaque fois qu'on dérive par rapport à des Z, en fait, une expression non harmonique, en fait, ici, tout ce qu'on fait, c'est sortir IKZ. Voilà. Donc D sur DZ, en fait, ici, ça sort IKZ, avec la bonne valeur de KZ, là. Et puis derrière, une fois qu'on a dérivé par rapport à Z, ici, il reste tout le reste, là, ici, qui est UY, en fait, ici. Voilà. Donc, ce qui est écrit là, en fait, ici, là, voilà. Donc, ici, on peut sortir devant, en fait, I oméga, là, en fait, il vient du KZ, là, en fait, ici, là. Et puis le I il vient de la dériver sur KZ, en fait, ici, parce qu'en fait, ce I oméga, c'est un truc qui va se conserver, en fait, pour toutes les ondes, là. Et donc, si on écrit sigma et zy sous la forme générique qui est là, en fait, ici, tout ce qui va changer, en fait, pour chaque onde, c'est le SZY, là, en fait, qui est là, qui est écrit là. Voilà. Et donc, quand on fait ce calcul pour les ondes incidentes avec le KZ de l'onde incidente qui fait sortir cosinus θ1, là en fait ici, les vitesses dans le milieu 1, le ρ dans le milieu 1, on trouve que le SZY là dans l'expression ici, là c'est ρ1 vs1 cosinus θ1. Voilà. La même chose avec l'onde réfléchie, là, où le KZ, lui, c'est plutôt moins oméga cosinus θ1, là. Donc, en fait, il va sortir ici, comme avec le KZ qui sort là, en fait, il va sortir un moins cosinus θ1 fois ρ vs1 et fois l'amplitude de l'onde. En fait, il faut oublier, en fait, ici, là, qui est R, en fait, ici. Bon, même chose, en fait, ici, pour le terme qui concerne la contrainte de cisaillement de l'onde transmise, où le KZ fait apparaître cosinus θ2 avec le signe plus parce que ça descend, et puis on est les termes ici ρVS, là en fait ici ils sont en milieu 2, donc c'est ρ2 vs2. Voilà. Et puis
l'amplitude de l'onde transmise. Voilà, donc ça c'est les... Voilà, donc là en fait maintenant on a tout ce qu'il faut ici, comme il n'y a que deux conditions pour exprimer les conditions de continuité sur l'interface en z égale 0, en faisant ce qu'on a dit tout à l'heure. En z égale 0, la somme du déplacement de l'onde incidente et de l'onde réfléchie doit être égale au déplacement en dessous de l'interface en z égale 0 de l'onde transmise. Voilà, comme ça ne glisse pas, là c'est bien soudé. Donc voilà, si on fait ça, en fait, ici, là, avec les expressions qui ici au-dessus, qui sont là, en fait, et ben y c'est 1, y réfléchi c'est r, y transmis de l'autre côté c'est t, donc ça fait 1 plus r égale t. Voilà, donc ça, avec les notations qui sont là, ça donne cette chose-là. Voilà. Et puis quand on écrit de la même façon la continuité donc, de sigma zy, la somme de celui qui est dû à l'onde incidente plus celui qui est l'onde réfléchie en z égale 0, qui est égal à ce qui se passe de l'autre côté là, en z égale 0 pour l'onde transmise, et bien avec les expressions qui sont là, donc on fait ça plus ça, voilà, et donc ben on a le même terme ρ1 vs1 cosinus θ1 là, mais ici on a fois 1, et ici on a fois moins r, donc ça fait 1 moins r ρ1 vs cosinus θ1, qui est égal à ce qui se passe de l'autre côté, grand T, ρ2 vs2 cosinus θ2. Voilà. On résout ce système, là, c'est pas trop compliqué, et on trouve la forme typique des coefficients de réflexion qui s'écrivent sous la forme A moins B sur A plus B, là, voilà, avec A ici qui est ρ1 vs 1 cosinus θ1, B qui est ρ2 vs2 cosinus θ2, voilà. Et le coefficient de transmission aussi qui correspond donc à l'amplitude de l'onde de l'autre côté. Voilà. Donc ben voilà, on est arrivé au bout de notre calcul, et ce qu'on peut faire, c'est représenter en fait ces valeurs pour différentes, enfin pour en se donnant des valeurs de ρ1, ρ2, vs1, vs2 et un angle d'incidence d'une onde incidente qui implique en fait ici l'angle état 2 là par la loi de Snell en fait ici. Donc qu'est-ce que ça donne cette chose là? Ben, c'est des images là qui sont ici en dessous là, voilà. Donc, elles sont là. Voilà, donc ça c'est un calcul pour une onde SH fait en ayant en fait une valeur, un gros contraste de vitesse en fait ici entre une valeur de 2000 mètres par seconde au-dessus de l'interface et 2600 mètres par seconde en dessous de l'interface. Et puis ici en fait je n'ai pas utilisé de contraste de ρ là, bon, donc c'était juste pour... Ça aurait été pas très compliqué de le mettre là dans le programme là, voilà. Alors, ce qu'on trouve qui est important, c'est que même avec ce gros contraste en fait de vitesse ici, donc ce qui est en bleu ici, c'est l'amplitude du coefficient de réflexion en fait ici. Et donc ici, on a l'angle d'incidence en fait ici là. Bon, ici il y a écrit θ, mais ça devrait être écrit état parce que on est dans le cas SH là en fait ici, voilà. Donc ici, ça veut dire que c'est une onde qui arrive perpendiculairement à l'interface horizontale là, en fait ici, voilà. Et puis après, l'angle augmente 10 degrés, 20 degrés, 30 degrés, 40 degrés. Et donc, en bleu, le coefficient de réflexion, en rouge, le coefficient de transmission. Et donc, ce qu'on voit, ce qui est très important là, qui fait l'efficacité en fait des méthodes de sismique, c'est que même avec ce gros contraste de vitesse, le coefficient de réflexion est petit. Voilà. Déjà, ça a une grosse valeur de coefficient de réflexion, en fait, ici. Qui vaut un peu plus de 0,1, là. Voilà. Et puis après, ben, quand on fait varier l'angle, on voit que le coefficient de réflexion change, en fait, ici. Il peut même s'annuler, ici. Alors, ce qui se passe ici, c'est que les choses sont représentées en fonction du module et de la phase, là, en fait, ici. Donc, quand ici,
la phase vaut 180 degrés, mais ça veut dire que ces valeurs-là, en fait, ici, c'est des valeurs négatives, en fait, ici. Et puis, quand la phase ici tombe à 0 degré, ces valeurs-là sont positives, en fait. Donc, en fait, si on représentait ici, le coefficient de réflexion, ici, dans ce cas-là, on aurait un truc qui passerait ici en dessous, là, comme un nombre réel, en fait, ici. Voilà. Donc ça va, le fait de le représenter comme ça va se justifier, comme on le voit ici, où les choses se compliquent pour les grands angles de propagation. Voilà. Mais donc pour les petits angles de propagation, on a des variations, en fait, ici, de l'amplitude réfléchie en fonction de l'angle de l'onde incidente. Et ça, c'est quelque chose qui est en fait utilisé dans les expériences de sismique où on est capable d'avoir des ondes qui se réfléchissent sous différents angles d'incidence. Et donc qui va permettre de remonter, et donc les mesures en fait de ces coefficients de réflexion ici vont pouvoir être capables de remonter aux propriétés de contraste, de vitesse et de densité le long de l'interface. Donc c'est quelque chose qui est très utile. Voilà. Bon, le coefficient de transmission, là on voit que bon, évidemment il est comme un plusieurs égalité, là en fait ici il change, là voilà, hop. Donc ça c'est le calcul qu'on obtient. Alors en fait on voit en fait ici que les choses changent, le comportement là, des courbes change à partir d'un certain angle d'incidence, et en fait il se trouve qu'ici l'angle d'incidence à partir desquels les choses changent, ça va être l'incidence critique. C'est-à-dire que comme ici on est dans un cas où la vitesse dans le milieu où l'onde est transmise est supérieure à la vitesse dans le milieu où l'onde est incidente, ben, on a une incidence critique là. Ça, on connaît ça déjà là, en fait ici là. Et donc les ondes qui sont incidentes sous des incidences supérieures à l'incidence critique, elles ne peuvent pas entrer en dessous. Donc, ici. Et donc ce qu'on va voir en fait, c'est qu'elles sont totalement réfléchies en fait dans ce cas-là, avec une amplitude 1 là, qui correspond au fait que l'onde ne rentre pas en dessous. Alors, par contre, ce qu'on va apprendre grâce à ce calcul, c'est que c'est vrai que l'onde ne rentre pas en dessous, mais quand même, comme il faut équilibrer les contraintes et les déformations le long de l'interface, il faut qu'il y ait quelque chose qui existe en dessous, qui n'existe en fait qu'au voisinage de l'interface. Là, donc voilà, on va appeler ça une onde évanescente, qui est présente sous l'interface, mais qui va s'atténuer avec la distance à l'interface, qui fait que quand on est loin de l'interface, on ne la sent pas. En fait, voilà. Mais on a besoin de cette onde pour répondre à nos conditions de continuité de déplacement et de contraintes sur l'interface. Voilà. Donc, ce qu'on va voir aussi, c'est que dans ce cas-là, le coefficient de réflexion en fait devient un nombre complexe. Donc quand il est représenté sous forme de modules et d'arguments, en fait ici, on voit que l'argument qui ici faisait soit 0, 180, c'est-à-dire donc un réel positif ou négatif, devient en fait un argument là, qui peut avoir n'importe quelle valeur là, entre 0 et 180 degrés, là, donc un nombre complexe. Voilà. Alors, donc ça c'est la représentation de l'amplitude des coefficients de réflexion et transmission. Alors c'est intéressant aussi de regarder, ne serait-ce pour vérifier si nos calculs sont justes, de représenter en fait ces ondes, qu'on écrit là sous la forme y, puissance i, kxx plus kzz moins oméga t, donc ce qui est fait ici. Voilà, donc le cas de la réflexion, c'est la même chose là que le graphe qu'on vient de voir, là en fait ici. Alors on se donne une onde harmonique ici avec une fréquence de 2 Hz là, donc dans le milieu 1, ça fait une longueur d'onde de 1000 mètres là en fait ici. Là. Voilà. Et donc ça c'est la représentation de du déplacement en fait ici, résultant de l'onde incidente
plus l'onde réfléchie au-dessus de l'interface en z égale 0, et de l'onde transmise, en fait, dans le milieu 2, de l'onde harmonique transmise. Voilà. Et donc, en fait, on voit là, ici la direction de propagation de l'onde incidente. On voit notre onde harmonique avec ses phases positives, négatives, et puis les valeurs nulles, en fait, ici, donc les fronts d'onde, en fait, qui arrivent ici comme ça. Dans la direction de propagation, on voit la longueur d'onde, là, en fait, ici, hein, voilà, de l'onde. Et quand on est sur l'interface, en fait, ici, on voit les longueurs d'onde apparentes, en fait, ici sur l'interface, qui sont plus fortes que la longueur d'onde. Là, c'est le petit décrobat qu'on avait fait précédemment, en fait, ici. Alors ici, donc, alors en fait, la situation, enfin, le dessin est plus simple ici dans le milieu 2 parce qu'il n'y a qu'une seule onde qui est donc transmise, et donc on voit l'onde transmise là qui a donc son angle d'incidence par rapport à la verticale plus important que dans le milieu 1. Voilà. On voit que là, on voit notre onde harmonique aussi qui a assez longueur d'onde plus importante là dans la direction de propagation. Alors, ici on n'a qu'une seule onde, là, donc on voit bien notre onde harmonique, là c'est une espèce de taux ondulé qui occupe tout le demi-espace inférieur. Voilà, c'est l'UY en fait, ici, voilà. Et dans le milieu 1, en fait, ben, on voit que en fait, on a la superposition des deux ondes incidentes de forte amplitude, donc on voit surtout l'onde incidente, mais dans l'autre sens, en fait, ici, existe l'onde réfléchie, là, qui est en train de remonter, et donc, on a parfois des interférences constructives entre l'onde incidente et l'onde réfléchie, là, donc c'est là où il y a des renforcements d'amplitude, et puis parfois des interférences négatives, en fait, ici, qui ont tendance à, donc, il y a une modulation, en fait, ici, de l'onde incidente par la présence de l'onde réfléchie. Voilà, donc on voit bien qu'il y a nos deux ondes. Alors, après, on voit bien qu'on ne s'est pas trompé dans notre calcul, parce que toutes ces ondes ont bien la même longueur d'onde apparente de l'onde interface, donc ici on n'a pas de discontinuité. Et après, si on suppose ici qu'on a des représentés UY, là, dans le plan XZ, on voit qu'effectivement, en dessus et en dessous de l'interface, c'est parfaitement continu. Là, j'ai les mêmes couleurs, là, ici, en dessous. Là. Donc en fait, on ne s'est pas trompé. Notre calcul est juste et on a bien ce calcul correct, là, en fait, ici. Et donc, ici, on a la représentation là, donc, des expressions mathématiques qu'on a utilisées. Là, en fait, ils sont cotés. Voilà. Voilà. Donc ici, on est dans un cas où on a effectivement transmission ici en dessous, avec un angle en fait, d'incidence de l'onde, en fait ici, qui faut 45 degrés par rapport à la verticale. Voilà. Alors, ce qu'on va voir, c'est que avec ce contraste de vitesse ici qui est là, l'angle critique vaut 50,3 degrés, voilà, ici. Et donc ça, c'est la même représentation que ce qu'on vient de faire, dans un cas où on attaque l'interface avec une incidence un tout petit peu inférieure à l'incidence critique. Donc on a toujours transmission. Alors, comme on est presque de la séance critique, on a ce qu'on connaît bien, là, qui est en fait l'onde transmise ici en dessous, là, qui se balade quasiment, donc ici, dans une direction horizontale, en fait, ici, là. Donc, on a utilisé ça déjà pour l'histoire d'onde conique, là, voilà, ici. Et puis, alors, on voit que ce qui change ici, là, en fait, alors, on est à 50 degrés, là, donc on est plus penté qu'ici à 45 degrés. Et puis, ce qui change aussi, c'est que ces interférences là, en fait, entre l'onde incidente et puis l'onde réfléchie deviennent plus fortes. Pourquoi? Pourquoi? Parce que si on regarde en fait l'amplitude de l'onde réfléchie là, sur notre graphe précédent, au voisinage de notre angle critique, donc c'est 50,3 degrés ici, et nous on est juste à 50 degrés,
on a un coefficient de réflexion qui est en fait ici très fort, là, qui vaut presque 1. Il ne va pas tout à fait 1, mais presque 1. Voilà. Parce qu'il faut toujours avoir un peu d'énergie transmise ici. Donc on a la même amplitude pour l'onde incidente et l'onde réfléchie, et donc ça va faire des systèmes où donc la somme de l'onde incidente et réfléchie, petit à petit, va faire un système d'ondes stationnaires, en fait, ici. Donc, quand on écrit la somme des deux ondes, en fait, on voit que on a un système où on va faire apparaître des ventres de vibration, une succession de ventres de vibration et de nœuds de vibration. Donc, quand c'est vert, ça fait 0, là, et puis quand ici, on a des ventres à des verts. Voilà. Et donc, en fait, on aura en fait une variation en fait sinusoïdale ici en fonction de l'éloignement de l'interface. Bon, alors ici, c'est pas tout à fait le cas, mais paf, dès qu'on a dépassé l'angle critique, alors je n'ai plus de transmission en dessous ici, j'ai plus cette onde qui s'en va à grande distance de l'interface. J'ai ce qu'on va regarder là, qui est ces ondes qui existent au voisinage de l'interface, mais qui en fait ont une amplitude qui décroisse exponentiellement en s'éloignant de l'interface. Donc quand on est loin de l'interface, en fait, il n'y a plus aucune vibration là, mais il y a juste une petite vibration qui existe sous l'interface en fait ici et qui permet toujours d'équilibrer les déplacements de particules et les contraintes de part et d'autre de l'interface. Voilà. C'est pour ça qu'elle existe cette onde là en fait ici. Voilà. Et donc dans ce cas-là, en fait, ici, on a un coefficient de réflexion dont l'amplitude vaut 1 et qui donc va faire ce système d'onde stationnaire, là, en fait, ici, dans le milieu. Là. Donc, en fait, ce qui va se passer ici, c'est que tout va continuer à se déplacer, en fait, ici, latéralement, avec la vitesse apparente du système d'onde. Par contre, au-dessus, on aura des systèmes, donc ces bandes de vibration là se déplacent sur le côté, mais ils ne bougent pas en hauteur là, donc on a un système de hauteur à laquelle on a des bandes de vibration et puis des hauteurs auxquelles on a des nœuds de vibration. Voilà. Correspondent donc à l'annulation de la somme de l'onde incidente plus réfléchie. Voilà. Voilà, donc puisqu'on décrit ça là, donc si on voit au-delà là, donc ça c'est le même cas que ici, mais au lieu d'être à 52 degrés, on est à 80 degrés là, donc en fait c'est les ondes en fait qui sont ici extrêmement fort angle d'incidence par rapport à la verticale en fait ici, donc avec la distance là, qui est représentée, on voit que en fait, le premier, en fait, ici, les premiers bandes de vibration et le premier zéro, là, puis il faudra aller au-dessus pour voir la suite. En fait. Voilà, donc ça, c'est l'effet de quand je augmente l'angle d'incidence ici, l'effet de la longueur d'onde verticale apparente qui augmente en fait, donc c'est ce qu'on voit ici. Là. Donc, ici on a la longueur d'onde apparente verticale qui vaut ça, puis là en fait ici elle vaudrait de là au-dessus. Voilà. Donc ça c'est ce qui se produit, donc on a fait les calculs jusqu'à présent là et là, et on a regardé les calculs, et on n'a pas regardé donc comment on obtient cette chose-là, donc ça c'est il faut regarder maintenant qu'est-ce qui se passe quand on dépasse l'incidence critique là, dans ce cas-là. Voilà. Alors, c'est pas très compliqué. Alors, c'est écrit ici en dessous, on va monter un peu ça. Alors, qu'est-ce qui se passe dans les conditions de réflexion totale, donc avec ici notre angle critique défini par le contraste de vitesse, là en fait ici, donc VS1 sur VS2, et ici est à 1, et
plus grand que eta c, alors le produit P vs2, là, qui d'habitude, là, c'est un sinus, là, c'est plus petit que 1, devient en fait plus grand que 1. Alors, qu'est-ce qui se passe pour Kz? Alors, ce qui se passe pour Kz, ce qui est intéressant, c'est ce qui se passe dans le milieu où l'onde est transmise, en fait. Donc, alors, en fait, il n'y a plus de transmission et il n'y a plus d'angle état 2. C'est plus possible. Hein, on ne peut plus appliquer la loi de Snell. Donc, en fait, ce qu'on fait, c'est que, en écrivant donc, le cosinus sous la forme racine carrée, alors, par exemple, ici, là, pour les ondes incidentes et réfléchies, racine carrée de 1 moins P2 vs1 carré, là, donc la racine carrée, là, c'est le 1,5 qui est là, voilà, ici. Donc ça, c'est ici un nombre réel. Mais de l'autre côté, en fait, pour l'onde transmise, la quantité qui correspondait au cosinus de 1 moins P2 vs2 carré, là, comme PVS2 est plus grand que 1, eh ben, c'est une quantité négative. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'en fait, le nombre Kz pour l'onde transmise devient un nombre imaginaire, en fait, ici. Et donc, plus d'avoir 1 moins P2 vs2 carré, on a P2 vs2 carré. Donc ça, c'est bien positif. On prend la racine carrée, donc ça existe. Mais simplement, ça sort, comme on a interverti en fait ici l'ordre, il y avait I2 à l'intérieur qui sort par racine carrée et ça fait I oméga. Voilà. Donc en fait, Kz devient une quantité imaginaire pour l'onde transmise dans le cas où on a une onde incidente sous une incidence plus grande que l'angle critique. Voilà. Donc tous les calculs qu'on a fait au-dessus, on peut les reprendre simplement en exprimant plutôt cosinus θ1, qui lui, θ1 existe là, donc sous la forme racine carrée de 1 moins P2 vs 1 carré, voilà. Et puis cosinus θ2 qui sort en fait ici avec ce nombre imaginaire. Et donc on voit donc que ce qui va arriver, c'est que les termes en cosinus θ2 vont être imaginaires, en fait, ici. Et donc, plutôt que d'avoir des expressions A moins B sur A plus B, on va avoir des expressions A moins IB sur A plus IB. Voilà. Donc ça, c'est un nombre complexe, en fait, ici. Le quotient de réflexion va devenir un nombre complexe. A moins IB plus A plus IB, ça a le même module là, au numérateur et au dénominateur. Donc, en fait, c'est un nombre complexe de module 1. Et par contre, il a un argument, là, en fait, ici, et donc on peut écrire ce nombre complexe, ce coefficient de réflexion, comme e puissance i qui de p. Donc, qui de p, ça va représenter, en fait, ici, le déphasage à la réflexion, un déphasage à la réflexion. C'est-à-dire que l'onde qui arrive avec une certaine phase, paf, elle va se retrouver déphasée par la quantité qui de p, ici, à la réflexion. Alors, qui de P, on l'obtient à partir de l'expression de coefficient de réflexion. Là, c'est difficilement lisible, mais ça, c'est simplement la même chose que ça, là, ici, où on a mis les cosinus θ1, racine carrée 1 moins P2 vs 1 carré, et puis cosinus θ2, I, racine carrée de P2 vs 2 carré moins 1. Voilà, ici. La même chose que ça. Voilà. Et là, donc, quand on regarde donc, le nombre complexe R, en fait, ici, on peut exprimer qui de P, là, comme l'arc tangente, en fait, ça fait l'arc tangente de B sur A, là, en fait, ici, voilà. Alors, comme c'est A moins IB, A plus IB, les angles, là, en fait, ici, on fait l'angle du numérateur moins l'angle du dénominateur. Là, en fait, ici, l'argument du numérateur moins l'argument du dénominateur, et donc ça fait moins 2 fois arc tangente, machin, ici, comme ça. Voilà. Donc ça, le truc important, c'est que le coefficient de réflexion devient un nombre complexe de module 1, donc réflexion totale, là, c'est ce qu'on avait vu sur notre truc, mais avec pour chaque paramètre un déphasage différent à la réflexion, là, qui est exprimé par cette valeur qui est là. Bon, j'ai toujours un coefficient de transmission, en fait, ici, là, en prenant cette chose-là, en mettant cosinus θ1 racine carrée de 1 moins P2 vs carré, cosinus θ2 I racine carrée de P2 vs carré. Donc, c'est aussi un nombre imaginaire.
Bon, il se trouve que c'est un nombre imaginaire là, qui lui a une certaine amplitude et puis qui se trouve avoir la moitié en fait du déphasage à la réflexion. Mais c'est pas ça qui est important l'onde qui se passe en dessous. Ce qui est important, c'est que le épicencie KZZ en dessous, là, comme KZ devient imaginaire, eh ben, ça fait une décroissance exponentielle en fait ici de l'amplitude. Voilà, en mettant en trans KZ qui est là en fait ici là. Ça fait une décroissance exponentielle de l'amplitude avec la distance ici à l'interface. Et donc cette onde qui existe juste sous l'interface, avec l'amplitude qui est donnée ici, là, va disparaître dans ce qu'on a vu sur les figures précédentes. Voilà, donc pendant qu'on y est, le calcul là qui montre la naissance de l'onde stationnaire en additionnant l'onde incidente et l'onde réfléchie qui ont toutes les deux la même amplitude 1 en fait ici, mais avec le déphasage à la réflexion. Donc en fait, quand on fait la somme des deux ondes, là en fait ici, là, qui ont le même épicencie kxx moins oméga t, il y a l'onde incidente là qui descend avec son épicencie kz de l'onde incidente z, et l'onde réfléchie qui remonte avec le kz de l'onde réfléchie, là, en fait. Donc ça, c'est des valeurs réelles. Là, on est dans le milieu 1, là, donc c'est les mêmes que celles-là qui sont là. Mais avec, multiplié par le coefficient de réflexion, en fait, ici, qui, en fait, maintenant, joue, en fait, ici, sur le déphasage, en fait, de l'onde, en fait, ici. Voilà. Et donc, quand on fait ces sommes ici, là, en mettant, donc... épicencie qui sur 2 en facteur. En fait, ici, on fait sortir, alors, comme le kz de l'onde incidente et le kz de l'onde réfléchie ont un signe différent, là, en fait, ici, là, donc quand on fait épicencie kz z, donc en mettant épicencie qui sur 2 en facteur, ici, ça fait, il reste épicencie qui sur 2 à l'intérieur. Et en fait, la somme des deux, là, en fait, ici, fait sortir 2 fois le cosinus de la somme des phases, en fait, des deux, en fait, qui sont là. Voilà. Et donc ça, c'est là qu'on voit apparaître l'onde stationnaire, où l'amplitude de l'onde, là, qui est la somme de l'onde incidente et réfléchie, là, va montrer une succession de maximum et de minimum en fonction du cosinus, là, en fait, qui dépend de z, en fait, ici. Voilà. Donc ça c'est le... Voilà, donc on peut revenir à notre image et donc on vient de calculer là... alors d'une part, on revient au... On vient de calculer ça et en fait ici là, donc pour les valeurs de l'état plus grandes que l'état christique, on voit donc notre coefficient de réflexion avec son amplitude qui vaut 1 et avec ce qui de P là en fait qui est montré ici là, voilà, le qui c'est cet angle en fait ici là, P s'échange avec l'angle d'incidence des ondes. On voit donc en fait qui de P là, en fait il varie entre 0 et puis moins 180 degrés là pour l'onde réfléchie. Bon, ben, le déphasage à la transmission, on a vu que c'était la moitié de celui à la réflexion, donc c'est ce qu'on observe ici. Et puis notre coefficient de transmission qui a une certaine valeur, en fait, ici, là, voilà. Qui est décroissante, en fait, ici, avec l'angle, ce qu'on observe sur notre image là. Voilà, avec ici l'onde transmise qui a une amplitude non négligeable ici sur le... avec un fort coefficient de transmission, mais qui décroît exponentiellement avec les puissances moins kzz, en fait, ici. Là. Bon, et puis ici, on est proche de 80 degrés, en fait, le coefficient de transmission il est de toute façon tout petit, là, donc ça fait des faibles amplitudes, et puis on a toujours cette décroissance exponentielle ici. Alors en fait, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir en fait l'effet du déphasage à la réflexion. Donc en fait, quand on additionne l'onde incidente et l'onde réfléchie, l'effet du déphasage, c'est que le premier vent de vibration, en fait, il n'est pas sur l'interface, il est un peu au-dessus. Voilà.
Donc ça c'est l'effet du déphasage. Et donc ici il est encore plus au-dessus là, pour les valeurs qui sont là. Voilà. Donc, bon, ça il faudrait écrire les équations plus de précision pour voir ça, mais en fait c'est pas très compliqué. Voilà. Donc, ça, donc, c'est l'histoire qu'on peut raconter, les calculs qu'on peut faire pour, donc, dans le cas le plus simple, ici, du nom de SH, incidente sur une interface plane, une onde harmonique, voilà. Alors en fait le calcul serait le même, par exemple dans le cas d'une interface entre deux milieux liquides pour les ondes P qui existeraient à ce moment-là. Donc si les deux milieux liquides là, par exemple je sais pas dans l'océan, un milieu plus ou moins salé là avec une interface entre les deux là, voilà, donc ça fait une différence de vitesse et de densité, et donc on peut avoir des réflexions d'ondes P, en fait, des ondes de compression qui existent dans l'eau, là, en fait, ici. Il n'y a pas de conversion d'ondes dans ce cas-là, puisqu'il n'y a que des ondes P, et donc on se retrouve avec un système analogue en équation, avec une onde P réfléchie, une onde P transmise, donc on peut faire aussi le calcul de la même façon pour les réflexions d'ondes P en milieu liquide. Voilà, donc après il faudra regarder donc les problèmes d'ondes PSV, mais bon on fera ça dans un exposé suivant, voilà. Donc pour aujourd'hui c'est fini, voilà, et donc comme je l'ai dit hier, là, donc, pour le cours de deuxième année, je suis à votre disposition pour répondre donc, à vos questions que vous pouvez m'envoyer par mail. Et puis, à nouveau, surtout, respectez les contraintes qui nous sont imposées pour éviter que cette épidémie devienne une catastrophe. Voilà, à bientôt.